aussi. Alors, comme chaque mois, on débute par la veille des vulnérabilités Windows, enfin Microsoft. Donc, comme chaque mois, beaucoup de vulnérabilités sur Internet Explorer. Bon, là encore, pas mal d'exécutions de code à distance, donc 20 exécutions de code à distance. De l'élévation de privilèges. J'ai un petit slide sur Google. Ensuite, une vulnérabilité assez amusante sur Windows Media Player qui permet de contourner la sandbox d'Internet Explorer et d'exécuter du code. Parce qu'en fait, quand une vidéo est jouée dans Internet Explorer, c'est Windows Media Player qui est exécuté en tant que tel, avec en paramètre un certain nombre d'objets et d'éléments qui permettent après de lire la vidéo, mais aussi d'exécuter du code. Donc ça permet de totalement sortir de la sandbox Internet Explorer, puisque c'est vraiment le processus Windows Media Player qui est exécuté. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, alors la MS15058, c'est un peu particulier parce qu'elle n'a pas été publiée. Elle a été annoncée comme 3 CVE sur des documents Office avec de l'exécution de code à la clé, mais pour l'instant c'est pas publié, donc peut-être le mois prochain. Ensuite, la MS1559, étrangement il y a aussi 3 vulnérabilités d'exécution de code sur les documents, alors c'est WordPerfect ici. 2 ont été découvertes par les chercheurs du Google Zero Project, enfin Project Zero plutôt, et une autre. Ensuite, vulnérabilité concernant la librairie Microsoft Command Controls, qui est la librairie qui gère en fait l'affichage de tout ce qui est combo box, list view, progress bar, enfin, tous les petits éléments d'affichage de base de Windows. Donc c'est une vieille librairie qui est transverse à toutes les versions de Windows depuis Windows 4, je crois. Et donc là, il y a une exécution de code à distance à ce niveau-là. Et ce qui est rigolo, c'est que l'exécution de code peut être exploitée depuis Internet Explorer, mais uniquement depuis le menu développeur d'Internet Explorer. Il faut aller dans le menu développeur, comme ça touche F12. Donc ça peut être utilisé pour cibler un développeur. Voilà. Autre vulnérabilité intéressante, alors celle-là on y reviendra, c'est concernant donc, le noyau Windows, un certain nombre d'élévations de privilèges. D'ailleurs je me suis trompé, j'ai mis 10, mais c'est pas ça. Et une fuite d'informations. Parmi celles concernant les élévations de privilèges dans le noyau, il y en a une qui a été découverte dans le code offensif du coup 2.0, dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, une vulnérabilité dans Active Directory, plus particulièrement dans la partie ADFS, donc qui est en gros le référentiel de SSO de Microsoft qui permet de faire du SAML, ce genre de choses. Et en fait, dans l'URL, je ne sais pas si vous voyez, mais il suffit juste, donc dans l'URL, il y a un XSS, il suffit juste donc, de rajouter script, alerte, voilà, sans aucune obfuscation, rien, et ça passe nickel. Une autre vulnérabilité noyau, c'est quasiment comme du DLL preloading et ça permet d'avoir une élévation de privilèges. Donc depuis une clé USB, un partage réseau, des choses comme ça. Ensuite, fuite d'informations sur OWA qui est le client webmail de Exchange. Et voilà. Comme chaque mois, Microsoft continue toujours de publier des mises à jour pour Windows XP et Embedded Post Ready, donc la version pour point de vente, distributeur de billets, etc. Toujours sans communiquer sur le sujet. Et on y reviendra un petit peu plus tard, la US Navy a encore à peu près 100 000 postes sur Windows XP et a payé je ne sais plus combien de dizaines de millions de dollars pour maintenir le support de Windows XP. Ensuite, au niveau des advisories, rien de particulier. Encore une énième mise à jour du Flash Player qui est maintenant intégré dans Internet Explorer. Une vulnérabilité intéressante au niveau du manager des polices de caractère dans Windows. J'en avais parlé il y a quelques mois. En fait, j'ai découvert en regardant la DLL d'un peu plus près qu'elle était développée non pas par Microsoft mais par Adobe. Donc la DLL dans Windows qui décode les polices de caractère a été codée par Adobe, connu pour leur niveau élevé de sécurité. Et donc Duru, c'était Mateus Jurzik, je suis incapable de prononcer son nom sans faire de faute, s'est amusé à reverser la DLL et à trouver un grand nombre de vulnérabilités dedans, sachant que cette DLL est utilisée sur toutes les versions existantes de Windows. En plus, il a fait un certain nombre de suppositions de par sa reverse, comme quoi apparemment le code était très mal développé, qu'il y avait beaucoup d'options du
format PostScript qui a été utilisé mais documenté nulle part. Ensuite, petite chose intéressante, 17 nouvelles autorités de certification root qui ont été ajoutées dans Windows le mois dernier, sans aucune information, pas de bulletin, KB, rien. Surprise. C'est les mêmes que dans Firefox. Il y en avait 18 au départ, je crois, il y en a eu de moins une différence. Enfin, du coup, oui, c'est pas non plus affolant. Mais il pourrait communiquer. La première fois que ça communiquait dessus. Enfin, Mozilla. Ensuite, Microsoft ouvre son code source, alors uniquement aux agences gouvernementales, dans son centre à Bruxelles qui vient d'ouvrir, il l'avait annoncé il y a au moins 2 ans. Donc ça y est, le centre a ouvert, donc maintenant l'ANSSI, qui est là aujourd'hui, va pouvoir aller auditer le code de Windows. Non, pour pouvoir auditer un code, hein, mais s'ils ne peuvent pas le compiler, ça passe c'est le code de Windows. Effectivement, une version du code de Windows, pas Il faut que ce forcément soit déterministe aussi. Si on voulait vraiment développer. Sachant que le code en fait est déjà fourni à un certain nombre de gouvernements, les Russes l'ont. En fait, tu peux l'avoir, hein, c'est sous NDA aujourd'hui. Par contre, tu n'as pas le droit de le compiler et tu n'as pas le droit de le redistribuer. Donc en fait, tu as un code source et tu ne sais pas ce que ça fait. Mais comment on ne peut pas avoir le droit de le recompiler? Ben, c'est marqué dans ton contrat qui te permet d'accéder au code. Ah oui, mais tu peux essayer. Oui, mais tu peux le faire. De toute façon, ils ne doivent pas donner tout le code. Je sais pas, ça dépend si tu respectes les contrats. Ouais, s'il n'y a pas les makefiles, c'est possible. Je pense que Même Windows a du mal à compiler son code. Auditer tout le code de Windows, vu le nombre de librairies, je pense qu'il y a du boulot. C'est peut-être juste pour une question de support. C'est que comme ils galèrent à le compiler, faut que tu les appelles. Autre chose assez rigolote sur Windows 10, c'est que en fait c'est un consultant qui nous a envoyé un article en disant ah Windows 10 c'est inadmissible, fait beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur le cloud, mais en fait Google Android fait pareil, Apple iOS fait pareil, Chrome et Firefox synchronisent énormément de choses dans le cloud. Donc Windows, finalement comme les autres, rattrape son retard, mais le fait mal, et puis en plus se fait attraper la main dans la culotte. Donc en gros, la plupart des choses sont synchronisées sur le cloud de Microsoft. Sur Windows 10, il y a aussi ce partage. C'est quand même assez salaud d'avoir un identifiant publicitaire unique, sachant qu'il... Comme sur iOS. Ouais, mais qui supporte des fonctionnalités type Do Not Track sur le navigateur web, pour au final en rajouter un quand même. Et oui, sur Windows 10, il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée, qui est la même en fait, qui était déjà existante sur les téléphones, sur les ordiphones Windows, qui permet de partager les clés Wi-Fi avec ses contacts Outlook, Skype automatiquement et de façon optionnelle Facebook. Et théoriquement, du coup, si on approche d'un réseau et que dans nos contacts, il y a quelqu'un qui a la clé qui correspond à ce réseau, on peut la récupérer et se connecter automatiquement, ce qui est censé nous donner accès à Internet, mais pas au LAN. Je ne sais pas trop comment ça marche, sans doute pas très bien, et c'est sans doute pas une très très bonne idée non plus. Ensuite, File System. Alors, je reparle du contexte. Le mois dernier, nous avions présenté une faille sur QEMU, découverte par CrowdStrike, la faille nommée Venom, annoncée avec grand bruit, un super site web, de la com dans tous les sens. Pour finalement annoncer comme la première vulnérabilité qui permettait de sortir d'une VM. Bon, alors en fait, il y en a eu beaucoup d'autres depuis. De ma connaissance de l'histoire, la première a été découverte par Kostya Korchinski. Et j'ai trouvé magnifique le fait que ce mois-ci, Kostya Korchinski a trouvé une autre vulnérabilité, cette fois sur VMware Workstation, Player et Horizon, qui permet de sortir de la VM et donc d'exécuter du code sur l'hyperviseur à partir des ports COM. Alors, pas de site, pas de nom de vulnérabilité, pas de logo, juste un article avec une vidéo de démonstration et le code d'exploitation. Donc pour moi, c'est juste la grande classe. Voilà. Et il y a plein d'autres vulnérabilités qui ont aussi été postées sur le site de Google. Kostya qui travaille actuellement chez Google, aux États-Unis. Une vulnérabilité Adobe Flash Player, alors son historique est assez marrant parce que donc elle a été découverte, elle a été exploitée dans la vraie vie par des pirates gouvernementaux chinois, donc assez rapidement corrigée, et 4 jours à peine après sa correction, donc le code a été reversé et un code d'exploitation a été réalisé par des criminels et exploité dans la nature. 4 jours, c'est pas mal. Efficace. Alors ça, on en a beaucoup parlé aussi, une vulnérabilité sur les antivirus Node 32, donc D7, qui permet en gros de l'exécution de code à distance. Le principe en fait, c'est que l'antivirus filtre tous les accès, enfin les entrées-sorties, que ce soit accès disque, accès mémoire, etc. Et le filtre a quelques problèmes et en gros on peut exécuter du code en exploitant des vulnérabilités au niveau de ces filtres. Et comme toutes les entrées-sorties sont vérifiées,
quand une page web est chargée, l'antivirus filtre l'accès de la page, enfin le stockage de la page dans la mémoire, sur le disque, etc. Donc ce type de vulnérabilité peut être exploité depuis une page web. Ou depuis un email qu'on reçoit mais qu'on ne lit pas. Oui, depuis un email qu'on ne lit pas, enfin depuis toutes les entrées-sorties sur l'ordinateur. La seconde. Ouais, la seconde c'était simplement un petit constat, quelqu'un qui a pris les utilitaires Unix les plus standards et qui disait voilà, il y a des options qu'on ne connaît pas forcément mais qui permettent d'exécuter du code. Du coup, quand on fait des restrictions de type tel groupe d'utilisateurs peut utiliser que cette liste de fonctions, attention, ça ne prévient pas l'exécution de code. Il a aussi dit que la liste était loin d'être complète et qu'il avait pris juste quelques exemples qu'il avait trouvés en passant les pages de mail. Ouais. En tout cas, man par exemple, c'est assez fou quand même qu'on puisse exécuter un script en lançant une commande man. C'est connu. Autrefois, tu vois, quand il n'y avait pas les failles web, quand tu faisais du web pen test. Pour la commande man, c'était pour pouvoir déclencher sur la page pour l'impression. Pour la commande tar, c'est pour pouvoir changer les bornes historiques. En fait, tu pouvais arriver sur un serveur distant où tu avais un man, tu étais confiné dans un man et tu faisais une sortie pour l'exécution de ton code, ce qui te permettait de devenir l'utilisateur de la personne, l'utilisateur qui affichait le man sur ton service distant. Enfin, ça, c'était avant. Ça l'est toujours. C'est mieux. Ensuite, fait matériel. Alors, la console PlayStation 4 a été piratée. Alors, piratée, pas tout à fait. Donc, apparemment, ça aurait été mis au point par des Russes et surtout vendu dans des magasins au Brésil. L'idée, c'est de cloner un disque dur d'une PlayStation existante sur laquelle on a installé un max de jeux. Et ce disque, après, on peut le réutiliser dans une autre PlayStation 4 et donc la personne part avec tous les jeux disponibles. Donc c'est pas vraiment du piratage et de l'exécution de code, c'est plus pour de la Juarez, donc pour du piratage de jeux, et ça permet d'avoir tous les jeux peu chers. En tout cas, c'est vendu voilà, entre 130 et 180 € suivant les magasins au Brésil. Sony a mis en demeure un certain nombre de magasins. Après, bon, c'est pas forcément très intéressant, mais j'étais assez surpris de voir que l'USB 3 peut interférer dans la bande des 2,4 GHz, donc Bluetooth et Wi-Fi. Du coup, ils vont retravailler sur des spécifications. C'est quoi Sony qui réagit avec des mises en demeure? C'est quoi ça? C'est par rapport donc, à la copie. Ah, c'est par rapport au disque Juarez? Oui. Ah, pardon. Mise en demeure des magasins qui vendent ce service au Brésil. Ok, et le dernier qui est juste un tout petit peu rigolo, des attaques par canal caché pour voler des clés de chiffrement. Là, la dernière date, c'est via un petit récepteur radio, et en fait ils interceptent les ondes et avec ensuite de la radio logicielle ils arrivent à récupérer les clés de chiffrement qui sont utilisées, et comme c'est assez petit, ils ont fait une attaque ils appellent ça une attaque PITA. En fait ils le cachent dans une PITA et tu te promènes à côté des ordinateurs et tu arrives à extraire les clés de chiffrement. Donc, voilà, c'est assez rigolo. Avec ton petit pain PITA, Exactement. faut pas croquer dedans. Ensuite, donc l'insécurité des routeurs SOHO, encore une fois, donc, sur les routeurs TP-Link, c'est du changement de DNS à distance sans authentification. Côté Netgear, alors, la gamme s'appelle ProSafe, Pro et Safe, mais pourtant sur le portail web de management, il y a de l'injection SQL, de l'injection d'antenne, d'XSS, c'est la totale. Et côté Cisco, donc là c'est pas du routeur SOHO, mais leurs appliances virtuelles, web, email, filtrage de contenu, ont été livrés avec des clés SSH en dur. Alors autant sur une appliance physique, ça peut être plus dur à auditer, autant sur une appliance virtuelle, c'est très facile de récupérer sur deux clés. Ah, ça c'est bon. FireEye, donc dont on parlera tout à l'heure, qui vend des solutions de sandboxing qui permettent en fait de tester dans des machines virtuelles de façon industrialisée des fichiers récupérés par mail ou carrément des sites web afin de voir s'il y a une exécution de code et en faire un rapport, un peu du forensique. Ça permet en fait de valider qu'un mail est une pièce jointe est légitime et sain plutôt que malveillant. Pour gérer leur base d'empreintes de fichiers, ils utilisent MD5. C'est pas mal, sauf que malheureusement MD5 aujourd'hui on arrive à générer des collisions sur MD5. Donc pour pouvoir contourner ces équipements, il suffit d'envoyer un premier fichier sain. Donc l'appliance va tourner, va voir que le fichier est sain, va générer une empreinte MD5. Ensuite on génère un fichier malveillant avec la même empreinte MD5 en générant une collision, et là on renvoie par exemple un mail de phishing ou autre avec la pièce jointe malveillante, et là ça passe. Il y a un vrai code d'exploitation ou c'est comme non, ça a été vérifié.
sur le site, ça a vraiment été vérifié. C'est pas uniquement théorique. Mais du coup, c'est quoi le contournement? C'est Je pense que c'est du chat Shawan, 256 ouais, enfin c'est changé. Évolué. Shawan, t'as une collision aussi. Ouais, mais qui est plus difficile à faire. Mais oui, bon, du chat 256, enfin. Oui, sauf que tu peux récupérer les bénéfices de leur base. Mais après, t'es même pas obligé de changer. Il suffit que tu fasses un MD5 et un Shawan. Là, trouver une collision commune aux deux, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Donc ils peuvent garder une certaine rétrocompatibilité par rapport à leur base précédente, il suffit juste de rajouter du Shawan, et voilà. Bon, un CRC32. Et alors justement, ils ont dit qu'ils avaient corrigé quelque chose J'ai pas lu la suite, mais je crois que normalement, j'espère que ça sera corrigé de leur côté. J'ai mis une petite blague pour JP en disant que on n'a pas dit que c'était sauvegardé en MD5. Ensuite, sur la suite, donc, une petite analyse des VPN commerciaux en mode SaaS, type Hide Your Ass ou des choses comme ça. C'est assez rigolo, donc ils montrent plusieurs techniques qui permettent d'identifier les personnes, en tout cas de leaker leur adresse IP réelle, notamment par l'utilisation des flux IPv6 qui ne sont pas couverts par ce type de VPN la plupart du temps. C'est un peu embêtant. Et ensuite, sur les switches Alcatel, interface web, un session ID qui est faible, du coup, on arrive facilement à trouver un session ID d'un administrateur qui est connecté, et ensuite on usurpe son identité. C'est rien de très folichon. QuickTime, on en parle rarement, mais je dis parce que là, il y a une exécution de code à la lecture d'une vidéo, donc pour de l'intrusion, ça peut toujours être intéressant. Sur l'iPad, on peut mettre en place des restrictions logicielles, par exemple, pour utiliser certaines fonctionnalités, type aller sur Internet ou utiliser certains logiciels, je crois. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait brute forcer le code à 4 chiffres qui est demandé pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités en changeant l'heure. Du coup, on met l'heure 1 minute en avant et il a oublié qu'on a fait 3 tentatives. Et du coup, ils ont réussi, en utilisant les fonctionnalités d'accessibilité, à brancher un clavier, enfin l'équivalent d'un clavier, et à faire tout ça au niveau d'un rubber de key, donc qui envoie les clés automatiquement, et comme ça ils arrivent à brute forcer les 4 chiffres. Comme ces 4 chiffres, ça se fait en quelques heures, chaque fois en reculant l'heure d'1 minute en fait. Donc c'est assez simple. Et tu peux changer l'heure, même si c'est verrouillé? En fait, il n'est pas verrouillé, c'est des restrictions sur certains logiciels. Ah, donc ton iPad est déverrouillé, mais tu n'as pas le droit d'utiliser telle appli ou un peu de type restriction parentale, mais en entreprise. D'accord. Avec la restriction pour le changement d'ailleurs. Oui. Non, c'est pas un truc. La dernière, c'est juste, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, mais c'est que Apple, pour ses versions iTunes et QuickTime pour Windows, fait juste aucun effort en termes de mise à jour des librairies. Et la majorité des librairies qui sont utilisées datent de Mathusalem, Curl date de 9 ans. Par ailleurs, sur les passes des DLL, il n'y a pas les codes comme il faut, ce qui fait qu'on peut injecter des DLL aussi. C'est vraiment pas terrible. Je crois que c'est Nicolas qui en avait parlé il y a très longtemps, lors du développement d'iTunes pour Windows. C'était une offre de stage pour le portage d'iTunes de macOS à Windows. Je sais pas si tu te souviens, tu en avais parlé. Bon, ça a été développé par un stagiaire, c'est compréhensible. Ah, Google. Bon, un petit truc assez rigolo, c'est un spoofing d'URL au niveau de Chrome qui permet en fait d'afficher une page web en faisant croire qu'on était en place sur le domaine Oracle, alors qu'en fait le contenu est tout autre. Voilà, c'est plutôt intéressant. La personne apparemment a contacté l'équipe de développeurs de Chrome qui ont dit que ça ressemblait à un délit de service, mais que c'était un peu bizarre et qu'en gros, ils le traiteraient pas. Et donc il a publié sous 90 jours, ça? Et donc il l'a publié. Voilà. Le deuxième, je ne sais pas, je pense que c'est toi qui l'as mis, mais il me semble que c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que quand tu lances Chrome, maintenant il écoute en permanence tout ce que tu dis pour voir si tu dis pas OK Google et si tu ne veux pas déclencher une commande vocale. C'est que sur la version Linux, hein, de ce que j'ai vu. D'accord. C'est pas sur. Uniquement sur Linux? Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru voir, parce que j'avais vu un article qui disait oui, Chromium écoute sur ta Debian ce que tu dis, etc. Et justement, c'était un mec qui avait dit OK Google, il a vu son ordinateur, enfin que le navigateur avait réagi, il s'est dit c'est bizarre. Ensuite, une vulnérabilité sur OpenSSL qui a été annoncée ce matin ou hier, je crois. Et la diffusion, ce sera ce jeudi. Encore une fois, apparemment, c'est une vulnérabilité majeure. C'est la fin d'Internet. Bon, comme toutes les semaines.
Alors je sais pas si on va tout détailler. On parlait de SAP tout à l'heure, les mêmes personnes qui ont présenté à Hacking Paris ont trouvé pas mal de vulnérabilités ces derniers temps, notamment sur le mois de juin. Je crois qu'il y a une quinzaine d'advisories, notamment du XXE dans SAP NetViewer Portal. Donc globalement on peut faire beaucoup de choses, lire n'importe quel fichier sur les serveurs, donc c'est embêtant. LG finalement va corriger une fonctionnalité qui permet de vérifier le certificat dans son utilitaire de mise à jour. Sachant que pour l'instant c'est pas fait en fait, ils avaient dit non on le fait pas sur les modèles qui n'utilisent pas Lollipop, donc ça devrait changer. Toujours chez Samsung, ils ont une version un peu repackagée maison du clavier SwiftKey qui fait qu'on peut taper sans taper sur chaque touche mais en glissant sur le clavier, qui se met à jour via HTTP avec une signature récupérée en HTTP elle-même. On peut facilement installer une autre application si on est en position de singe intercepteur. On y reviendra. C'est pas singe intercepteur, Si. c'est Ah, si. manipulateur. Non, c'est singe intercepteur. Non, mais la vraie question, c'est que du coup, il faut que tu mettes à jour ton clavier, quoi. Pour, Ça peut pour arriver. être vulnérable. Il le fait pas tout seul, si. En fait, il fait des requêtes pour voir s'il y a une nouvelle version. Toi, tu interceptes la requête, tu lui dis oui, j'ai une nouvelle version, et voici le SHA-1 de mon binaire à moi, et ça te l'installe. Tu peux avoir confiance, regarde. Ouais, je veux dire qu'en gros, à chaque fois que tu utilises ton clavier, il y a une requête qui est envoyée pour savoir s'il n'y a pas une mise à jour. Ouais, de temps en temps. Peut-être pas à chaque fois que tu l'utilises, mais régulièrement. Ça, automatiquement, tu peux pirater quelqu'un. Le dernier, tu peux passer. Alors ça c'est assez joli. Je vois que ça démarre sur le forum, je sais plus sur quel forum c'était, mais en gros quelqu'un qui dit voilà j'ai mis telle chose en commentaire dans Java et puis le code il a été interprété. Et en fait c'est parce que Java, même dans les commentaires, interprète l'Unicode. Et donc là vous avez l'exemple en gris, et donc le 00D il interprète comme un saut de ligne. Donc tout ce qui est après est considéré comme du code valide et il va le compiler. Donc l'intérêt est plutôt limité, le seul intérêt que j'y trouve c'est de backdoorer du code publié sur internet. En revue de code, faut le savoir. C'est plutôt rigolo à voir. Ah non, c'est qu'il a mis un sublime, quoi, c'est tout. Après tu peux faire tout ton code en commentaire si tu veux. Du coup, effectivement, pour la lisibilité, c'est moche, quoi. Mais... autre truc assez rigolo, c'est du code anti-coucou sandbox, donc une sandbox qui permet de tester les malwares. Et là en fait ça permet de détecter la VM et carrément de la planter. Alors, le problème c'est que planter une VM qui est dédiée à étudier des codes malveillants, c'est pas hyper discret, donc ça n'a pas vraiment d'utilité. L'autre, ah oui c'est les Chinois de mémoire, très malins, qui ont créé un compte Apple Developer Enterprise Programme, donc qui est le programme un peu évolué de développement Apple. Le développeur de base c'est $99 par an et pour les entreprises c'est quasiment $300 par an. Ça demande un certain nombre de vérifications, c'est l'équivalent d'un CABIS mais international, enfin plein de choses comme ça. Et ils ont réussi à contourner ces vérifications pour donc créer une application malveillante, donc la faire signer par Apple, et ensuite la proposer en push lorsque des gens visitaient des sites porno. Ça leur proposait de télécharger une application malveillante sur iPhone, non jailbreaké. Plutôt intéressant. Oui, et alors le dernier point, c'est par rapport à la faille sur l'antivirus Note 32 tout à l'heure, c'est qu'apparemment les hackers gouvernementaux s'intéressent de plus en plus aux antivirus qui sont des portes d'entrée sur les systèmes pour exécuter du code et faire de l'élévation de privilèges. Là, la partie obfuscation d'URL, vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Ah, une tentative d'exploiter Rowhammer, donc présentée par Nicolas à la STIC, donc les travaux de Google, depuis du code compilé dynamiquement, donc type Java ou autre. Et en gros, c'est plutôt un échec, c'est hyper compliqué d'avoir la maîtrise totale de la mémoire depuis des langages comme ça, donc voilà, la tentative était toujours intéressante à faire. Bon, les DOS, il y a encore des gens qui font du RIP V1 sur internet et aujourd'hui certains l'utilisent pour faire du DDoS, du déni de service distribué réflectif. Alors apparemment c'est surtout des routeurs SOHO qui écoutent en RIP V1 et donc qui sont exploitables. Les routeurs SOHO. Ah. Alors Dino, donc le nouvel ami des enfants, donc le cousin de Babar, Casper et Bunny, le gentil petit dinosaure végétalien. Donc c'est un virus français qui n'est pas ultra révolutionnaire, donc il complète la ferme des animaux, comme c'est appelé, donc avec les trois précédemment cités. Donc le nom, clairement, ça claque moins que du Stuxnet ou du coup, parce que Dino, Babar, mais bon, ça fait le boulot. Et vous avez donc une analyse des 7
sur notre virus étatique. Par contre, après, vous avez Duqu 2.0, c'est un peu un autre niveau, un plan américano-israélien, donc qui a été découvert chez Kaspersky un peu par hasard. En gros, ils développent des nouvelles solutions anti-APT, donc anti-intrusion évoluée. Et un des gars sur son lab, je crois, ou sur son PC, qui testait son système, a vu des trucs bizarres sortir de son poste. Il a commencé à enquêter. Au début, il pensait que c'était un bug. Et donc finalement, ils ont découvert que... En fait, il a créé un programme qui trouvait du code qui réussissait là où tous les autres antivirus échouent, à savoir trouver du code malveillant sans qu'aucun antivirus le trouve. Et il le lance, il le compile sur son poste, il le lance, et là ça lui dit il y a une connerie. C'est sur son poste. Il débug, et il dit mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai loupé, et il teste sur le poste d'un voisin. Et là, même chose. Et à partir de là, ils sont commencés à se dire ah, mais en fait, c'est peut-être pas dans le programme, peut-être que ça marche vraiment, et c'est comme ça que... Et donc du coup, en fait, c'est un code offensif qui est très bien pensé, parce qu'en fait, ça repose sur une infrastructure Active Directory. En gros, l'idée, c'est, pour être discret, c'est de laisser aucune trace sur les postes. Donc en fait, ça infecte plutôt les DC. Discrètement. Ça infecte les DC d'une infrastructure Active Directory, ça récupère la liste des postes, et ça permet ensuite de s'installer sur tous les postes, donc avec les droits de ligne du domaine. Donc il y a quelques 0D qui sont utilisés pour faire de l'élévation de privilèges, en particulier la fameuse vulnérabilité Kerberos MS1468 qui avait été présentée l'hiver dernier, qui permet de signer un ticket Kerberos comme ça, qui ne sera pas vérifié, enfin, dont la conformité ne sera pas vérifiée. Donc élévation de privilèges, infection des DC, et à partir de là, infection des postes en exécutant le code comme un MSI, c'est-à-dire le format d'installation de Windows. Le fichier est directement effacé du disque, donc si on fait de l'inforensique évoluée, potentiellement on peut retrouver quelques bouts du binaire sur le disque, mais après il n'y a aucune trace sur le disque, aucune trace dans la base de registre. Une fois que le poste est éteint, le virus disparaît, donc pour se désinfecter c'est facile, on éteint son poste. Mais dès qu'on le rallume dans le domaine, il y a une GPO qui réinjecte le virus. Donc c'est plutôt intelligemment pensé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant là-dessus? Ah oui, le code est chiffré, et pour ne pas qu'on puisse déchiffrer le code, il est passé au moment de l'appel et de l'exécution en paramètres. Donc si on a le binaire tel quel, on ne peut pas le déchiffrer vu qu'on n'a pas la clé. Et aussi, ce qui est assez intéressant, ça c'est du jamais vu à ma connaissance, c'est que les hooks des processus et des librairies sont réalisées avec des instructions SSE2 qui sont les instructions en assembleur. Au début ça s'appelait LNX, après SSE1, 2, maintenant c'est AVX, qui sont les instructions en assembleur optimisées pour faire les traitements graphiques, les traitements vraiment évolués, enfin plutôt multimédia. LNX c'était d'ailleurs ça, multimédia, je sais pas correspondre pour X. C'est du parallélisme, ouais. C'est ça qui est utilisé, je pense, dans le passage. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est utilisé pour ne pas se faire repérer par les antivirus. Ça aurait été utilisé pendant les négociations dites du P5+1 pour le nucléaire iranien. Et donc là, ça ciblait en particulier l'éditeur antivirus Kaspersky. Donc là, c'est vraiment du code très très évolué. Donc, espionnage. La NSA, c'est fait pour l'espionnage économique bis. Alors pour rappel, on en avait parlé, je l'avais mis, c'était en avril de l'année dernière. Il y a le mémo de Truman en 1952 qui avait été publié et qui disait explicitement la NSA c'est fait pour faire de l'espionnage industriel. Je crois que c'est la deuxième phrase du mémo. Donc là encore une fois, suite au câble diplomatique publié par Wikileaks, on redécouvre que la NSA avait pour rôle d'espionner toutes les entreprises des télécommunications françaises, tout ce qui était dans le secteur énergétique, transport, la biotechnologie, et en particulier tous les contrats dépassant 200 millions d'euros. Alors nous aussi, on collecte un peu, donc la DGSE pratique aussi de la collecte, à moindre échelle que la NSA, parce qu'on reste quand même français, mais apparemment on serait quand même les moins mauvais en Europe. Donc il y a deux petits articles intéressants sur le sujet. Et enfin le dernier, c'est Skynet, donc le programme de la NSA qui sert à localiser les terroristes et qui se base sur toutes les métadatas collectées, que ce soit échanges téléphoniques, mails, etc. Et alors je crois qu'ensuite c'est à partir de ça qu'il y a un algorithme magique qui permet de déterminer qu'une personne est un terroriste. Ensuite on lui envoie un drone bardé de missiles et voilà. Il y avait une vidéo d'un spécialiste des drones qui a écrit un bouquin l'année dernière dont j'ai oublié le nom, qui a fait une vidéo, une interview très très intéressante justement sur les drones,
et qui explique le fonctionnement de la sélection des cibles. Et je vais en trouver le nom en 2 petites secondes. C'est Grégoire Chamaillou. Vous pouvez chercher sur YouTube une interview de Grégoire Chamaillou sur les drones et qui explique comment les cibles sont choisies pour être assassinées. Et en fait, c'est à partir de ce programme-là, maintenant on a le nom qui est Skynet. Ensuite, l'Élysée a découvert qu'en 2011, il y avait des implants sur leurs ordinateurs. Heureusement, en France, Hollande n'a pas d'ordinateur. Si vous regardez toutes les photos, il n'a jamais d'ordinateur sur son bureau. On a aussi découvert que la NSA a espionné nos 3 derniers présidents. Donc ça veut dire que Hollande et Hérault avaient vraiment une valeur stratégique. Sauf que mauvaise nouvelle, apparemment, Obama a assuré que la NSA n'écoutait plus la présidence française. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune valeur stratégique. Non, mais ce qui me fait marrer, c'est le. Moi, j'avais jamais fait attention au dernier étage de l'ambassade, vous savez, le faux étage. Parce que, en fait, c'est vachement bien fait. Ils ont fait des peintures en trompe-l'œil, mais je ne m'étais jamais aperçu que. Regardez bien le dernier étage de l'ambassade des États-Unis, place de la Concorde, c'est entre la Concorde et les Champs-Élysées. En fait, c'est un faux étage avec des peintures en trompe-l'œil, et en réalité, c'est le centre d'écoute de la NSA. Et c'est quand même hyper bien placé, parce que c'est juste en face de la place Beauvau du ministère de l'Intérieur, juste en face de l'Élysée, juste en face de l'état-major de la Marine. Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et a priori, c'est de là qu'ils écouteraient tout. Mais de là à dire qu'on s'en était pas aperçu, je veux dire, les mecs, ils ont construit un truc au sommet de leur ambassade, c'est énorme. Ce qu'on dit là, c'est pas que l'État français ne s'en est pas aperçu, c'est que là, c'est publiquement annoncé. Mais c'est du pipeau, de toute façon, ils font que mentir, ces gens-là. C'est leur métier de base, c'est ce qu'ils apprennent à l'ENA. Ouais, ça sort de tous les Wikileaks, tous les documents, les câbles. Oui, maintenant on a des preuves qu'ils s'écoutent, mais ils s'écoutent toujours. Obama qui dit que la NSA est arrêtée, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est une blague. Enfin, je veux dire. C'est une blague quand je dis ça. Puis donc, un article avec quelques détails sur Xscore, qui est le moteur de recherche de la NSA, qui permet de rechercher dans les métadonnées collectées. Ce que tu dis pas aussi, c'est que dans les câbles, c'est marqué moyen de collecte de points non conventionnels. Et ça, personne ne sait ce que ça veut dire. Bon, MSI Catcher, tous les trucs classiques. Non, ça c'est classique. Non conventionnel, c'est plutôt qu'ils ont des mecs à l'intérieur qui ont placé des espions à l'intérieur des locaux. Ah, possible. Bon, c'est pas non conventionnel. Bon, là on va attaquer l'un des sujets les plus chauds de ces derniers jours, sur le slide d'après. Donc quelques piratages de sites, pseudo-piratage de LeadDen, en fait apparemment c'est... ils ont annoncé que c'était une réquisition de la CIA, mais finalement c'est juste un piratage de site. Magento, Est-ce que au moins le super Naxi là, de NBS, parce que NBS c'est un grand spécialiste de Magento, il héberge tout un tas de sites Magento. Il héberge beaucoup de sites Magento. Et est-ce qu'au moins avec leur Naxi ils ont été protégés là? Je sais pas, il faudrait leur demander. Après, non, ils diront pas la vérité s'ils sont fait avoir. Après, on peut, aussi leur Naxi, je sais plus comment ça s'appelle leur truc là, Cerberus, donc leur hébergement hyper durci, c'est pas l'option de base, c'est l'hébergement plus. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup de sites qui sont hébergés. Pour moi, c'est l'option de base. Non, c'est la version la plus chère. La version de base, pour moi, il n'y a pas tout ce qu'ils ont mis sur Cerberus. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Pour moi, la différence entre l'option de base et les options supplémentaires, c'est la lutte contre le déni de service. Mais que le Naxi qui te protège des failles de sécurité dans ton code Magento, c'était de base pour moi. C'est possible. Parce qu'en fait, Cerberus, il n'y a pas que ça. Hein. Ils ont un slide qui est assez intéressant, que moi j'utilise en cours parce que je l'aime bien. Ils présentent la sécurité sur tous les niveaux, ça va du physique jusqu'au logiciel et même au support, aux astreintes. Il est vraiment bien, ils découpent en différentes couches. Et leur produit, c'est ça, c'est vraiment toutes les couches de sécurité. Après ça, le dernier, j'ai pas de lien, parce que c'est des échos et des retours que j'ai de copains et de consultants dans beaucoup d'entreprises. C'est que sur tout le mois de juin, même un peu fin mai, il y a eu une grosse campagne de phishing qui exploitait les macro-office, parce que la macro-office revient du bout du jour pour l'exploitation pour l'exécution de code. Là, c'est essentiellement du VBS et il y a beaucoup de codes qui en fait vont chercher sur Pastebin le vrai code offensif, voire sur d'autres sites,
et le code qui est exécuté sur le poste, enfin la macro ne fait que aller récupérer un code et l'exécuter, ce qui est déjà pas mal. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que les VBS sont entre guillemets obfusqués avec des string gamers. C'est-à-dire que les URL sont codés, mais enfin sont juste renversés, c'est assez marrant à voir. Il y a aussi du CHR, il y a aussi d'autres. Oui, ça c'est les classiques ouais, de faire du CHR. Il y a une conf au stick là-dessus. C'est un newsletter du CERTAS, avec même des IOC où il donne des adresses Facebook où tu peux trouver les codes. Moi je confirme, j'en ai vu. Mais attendez, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'en ont pas reçu parce que dans tout cas, nous on en a reçu plein. Bah, tu sais, les fausses factures, là, on dit oui, il faut payer ça, vous avez eu tel paiement, machin, Oui, avec un ça. Word avec. Ouais, c'est ça, Bon, alors ça, je le couperai au montage. Mais... Non, il n'y a personne. Ah si, il y en a un. Une certaine entreprise dont je ne citerai pas le nom, en fait, qui a reçu une grosse campagne de phishing comme ça, et le taux de clic, il a été hallucinant, je crois que c'est de l'ordre de 20%. Il y a même une nana qui a répondu au mail en disant à la personne, je comprends pas, j'arrive pas à lire votre document, ça marche pas. Donc malheureusement ça marche. Hein. Elle a une réponse ou pas? C'est ça qui On intéresse. lui a coupé les dos. Le mec lui a dit si, tiens, je t'ai envoyé un autre doc. Non mais malheureusement ça marche. Ça marche toujours ça. Et je suis même pas sûr que les solutions type FireEye ça permette vraiment de se protéger de ça, parce que si le code offensif est ailleurs, la machine virtuelle ne fait que voir une macro qui essaie de récupérer un élément sur le net. Les macros sur le net sont déjà offensives parce qu'on voit ce qu'elles font. Je veux dire que FireEye n'est pas efficace. Je couperai ça au montage. Ensuite, un casino qui jouait avec des bitcoins a perdu $1 million parce qu'en fait leur PNG, leur générateur de nombres aléatoires était un peu pourri, donc les résultats étaient prédictibles. Ça c'est assez rigolo. On passe au gros Hacking Team qui s'est fait poncer mais sévèrement. Je ne suis pas le roi du Photoshop, hein, c'est pas mal. Moi, tu l'as récupéré sur Twitter. Oui, c'est moi qui l'ai posté sur Twitter. Ah ouais. Donc en fait, Hacking Team, c'est une société italienne qui fait du code offensif, qui réalise des appliances d'interception de télécommunications et qui vend à beaucoup de gens. Et en gros, ils se sont fait poncer comme c'est pas permis, tout en gros est sorti. Leur partage de fichiers, tous leurs comptes, les fichiers PST de leur mail, tout est sorti, c'est hallucinant. Pas mal d'informations perso également sur certains employés. Toutes les données de leur carte d'identité, copie de leur carte d'identité, tout l'administratif de l'entreprise, les factures, tout. Donc 400 gigs de données, entre 4 et 500 gigs de données, il y a un torrent qui traîne. On a découvert qu'ils ont des contrats avec la NSA, avec l'Égypte, le Soudan, avec plein de pays un peu comme ça. Dans les listings, il y avait aussi marqué Soudan pas supporté officiellement. Après, je vais vous montrer ça. Ouais. Donc il y a leur outil de ticketing, il y a leur confluence interne, leur wiki, tout est sorti. Est-ce qu'il y a des bureaux d'administrateurs et tout? Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les codes sources de leur Trojan. Donc il y a une version 32 64 bits. Leur Trojan également pour iOS et Android. D'ailleurs, un de mes gars a trouvé une application de Bible, je sais pas quoi, sur le Android Store ou l'Apple Store qui est affectée par leur Trojan. C'est assez bizarre. Donc des vulnérabilités, des 0-day, des flash en particulier. Pas tant que ça, je crois qu'il y en avait que 2. Ouais, quelques-unes. Certaines qui créent encore 400 gigs à regarder, je sais pas. Donc certaines vulnérabilités qui viennent de chez VuPen. Des fichiers Excel en clair avec tous les mots de passe, avec des mots de passe ultra solides comme password 1 ou password, Wolverine, voilà. Ça c'est des bons gros mots de passe. Les mots de passe Firefox d'un des ingénieurs, les comptes YouPorn d'un des ingénieurs et ses liens YouPorn préférés. Ce qui était rigolo, c'est qu'ils avaient même jusqu'à laisser des backdoors dans leur propre code pour pouvoir ensuite faire je ne sais pas quoi. Je vous ai mis en dessous les graphiques Twitter des tweets avec le hashtag HackingTeam. Je me rends compte que finalement le buzz dure pas très longtemps parce que dès hier soir, donc c'est le premier graphe, il y a déjà un petit peu moins de tweets sur le sujet. Mais ça a changé parce qu'il y a un autre hashtag qui est HackingTeam. Ah ouais. Donc c'est un peu repris aujourd'hui, voilà. Pareil, il y a aussi les comptes rendus de leur pentest. Il y a aussi les comptes rendus de pentest, il y a tout, et rien n'était chiffré. Peut-être préciser, ça reste des données qui ont fuité, on ne sait pas d'où elles viennent, on n'a aucune assurance que l'ensemble de ce qui a été publié soit vrai. Alors, ce qui les protège entre guillemets pour l'instant, c'est que la plupart de leurs mails, leurs documents sont en italien.
Moi je parle pas italien, donc avec Google Translate, ça me prend beaucoup de temps pour tout traduire. Pourquoi tu crois qu'Harry est parti plus tôt là? Un point intéressant à signaler, c'est que le hacker apparemment serait le même que celui qui avait piraté Gamma Group, qui était une entreprise allemande, allemande-anglaise, qui réalisait aussi, qui développait aussi des trojans étatiques. Sauf que, je couperai aussi au montage, je ne vais pas avoir de préjugés par rapport aux Allemands et aux Italiens, mais les Allemands, tout était chiffré, en PGP ou GPG, tout était hyper carré. Mais là, c'est pas des préjugés, ce sont des faits. Ouais. Alors que les Italiens, c'était la fête du slip, rien n'était chiffré, tout était mélangé, les résultats d'audit, le code avec les données administratives. Bon. Bah oui, les contrats de travail, les extraits de casier judiciaire. Enfin, moi, je suis étonné que ce soit sur le réseau, le même réseau à partir duquel tu fais les pen Il n'y a pas de tests, passif en Italie. typiquement. Mais ça sera pas passif. Voilà. Ah bah ils n'ont pas le passé en Italie. Eh oui. Ça, garde-le bien au montage. Bon, après, il y a quelques documents intéressants comme ça, où on voit un compte rendu d'une réunion avec le ministère de l'Intérieur français, voilà, qui apparemment serait très intéressé, donc suite à un excellent body language reaction, ils seraient très intéressés par leurs équipements de capture réseau et d'injection. Ça, c'est des stats qui ont été réalisés sur le budget par pays dépensé chez Hacking Team. Apparemment, le Mexique dépense quasiment 6 millions de dollars par an. Alors, je ne sais pas si c'est par an ou au total, mais c'est quand même juste énorme. Bon, ensuite, il y a l'Italie, ça paraît normal. Je pense que c'est au total. Maroc. Voilà. Par contre, je suis surpris que la France soit en contact avec ces entreprises et qu'on n'ait pas ça en France. Le sultan du Bahreïn en bas pour 210 000 $. Sur un plan légal, tu peux pas le faire. Pardon? Tu peux pas le faire sur un plan légal. C'est totalement illégal. Tu crois que c'est légal là? Non. En France, une entreprise qui est immatriculée au tribunal de commerce, etc., qui se met à fond du code offensif, ne donne même pas le bâton pour ça, là, elle est au boulot le truc. C'est parce que Si c'est ça existe, si tu l'exportes pas, t'as le droit. Tu as déjà été Il suffit Bah, de... pourquoi le est parti? Attends, c'est très simple. Il J'ai suffit été que ça ne une se sache pas et que ce ne soit pas fait sur le territoire national. Il y a des entreprises françaises qui ont des entités, par exemple à Singapour, où les possibilités sont infiniment plus larges. Et on peut en parler sur ce sujet De quoi tu me peines? également? Non. Il y a eu un mini-scandale, enfin, il y a commencé à avoir une rumeur avec Lexi, effectivement, parce qu'il y a une personne qui hébergeait des données extraites de ce torrent, qui a reçu une demande une DCMA de la part de Lexi. Donc tout le monde a commencé à dire ah, Lexi était client, ils ont demandé d'effacer les données. En fait non, il semblerait qu'ils aient téléchargé le torrent, puis ils aient regardé les données, qu'ils aient identifié des données confidentielles qui appartenaient à un de leurs clients et que du coup ils aient fait une requête. Oui, c'est ça, c'est un des clients de Lexi qui a demandé à ce qu'il. Enfin, c'est Lexi qui a demandé pour un de ses clients. Oui, c'est ça. Ouais. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que l'un des ingénieurs qui a été le plus mis en avant par toutes ces révélations, donc sur son Twitter, je ne sais plus comment il s'appelle, Posy, non, quelque chose comme ça, Ouais. sur son Twitter, a dit non, mais c'est faux, téléchargez pas le torrent, dedans il y a des virus. Bon, oui, effectivement, il y a des virus, c'est lui qui les a écrits. Et quelques minutes après, en fait, son compte Twitter a été piraté et des posts de pirates ont été. Il a pas pensé à changer le mot de passe. Ou alors il a C'est une pas password. Il n'y a pas eu le temps. Donc voilà, je pense que ça va être la story de l'été, donc l'analyse de tous ces documents, parce que 500, enfin Ouais, mais il doit 400 pas être tous les documents, avoir, je pense. Mais ça n'a pas eu tellement d'écho aux États-Unis, hein, par contre. Les gens en parlent très très peu là-bas. C'est une boîte italienne. Je ne sais pas où l'Italie. Mais c'est vrai que quand tu regardes les clients. USA quand même, 1,4 million. Hein. C'est pas énorme, mais quand même. C'est que dalle. Si, Ils ont c'est leurs énorme. fournisseurs, ils ont leur tonne de Pour moi, c'est etc. énorme. Raytheon Oui. le budget, c'est plusieurs milliards. Le budget pour faire ça. Ça fait quand même du code gratos qu'on peut utiliser. Quoi. Mais le côté négatif, c'est qu'effectivement, bon, les zéro dev vont forcément être utilisés par les criminels. Le code offensif va forcément être utilisé par les criminels. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Ouais, enfin, avec tous les mecs qui s'amusent à le mettre sur Virus Total, je pense que. Ensuite, alors côté crypto, on y reviendra aussi dans les trolls, pas assez de trolls. Côté crypto, donc voici une énième version d'une librairie SSL, donc S2N d'Amazon. Donc après GNU TLS, LibreSSL, TLS en OCaml, voici donc et Boring SSL de Google, voici une nouvelle implémentation de TLS. Alors par contre, elle est un peu particulière parce qu'elle est soi-disant hyper réduite, et que 6000 lignes de code. Et elle se base quand même sur toute la crypto d'OpenSSL. Donc elle est censée ne supporter que les fonctionnalités les plus communes et les plus récentes
de TLS et pas toutes les vieilles versions. Un autre truc intéressant, c'est casser les mots de passe. Alors j'ai mis en cloud, mais j'ai pas retrouvé les détails. Donc Sagitta, on en avait parlé la dernière fois quand une personne d'HSC était venue présenter Octopus Password Breaker, qui est un système réparti de cassage de mots de passe. Ça, c'est une société qui vend des appliances bourrées de GPU qui permettent de casser les mots de passe. Alors, ils ont aussi un service en mode SaaS, mais je les ai contactés pour avoir les tarifs et j'ai pas retrouvé l'info sur le site et j'ai pas eu les tarifs. Mais les résultats sont quand même impressionnants parce que en NTLM, ils sont quand même à 300 milliards de hash par seconde. Mais ça c'est avec une appliance avec 8 GPU. Ouais, avec 8 cartes GPU. C'est même pas énorme, mais je crois qu'elle est à partir de 18 000 $. Plutôt pas mal. C'est pas énorme, mais c'est les nouvelles cartes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette fois-ci, la carte la plus rapide qu'ils utilisent pour atteindre ces vitesses, c'est une carte Nvidia, alors que depuis quand même 4-5 ans, c'était plutôt ATI qui était en tête. Et là, du coup, c'est une Nvidia Titan X qui apparemment est plus performante. Ils lancent le service. Parce qu'on a tendance à faire de la thune pour acheter des trucs plus chers. Ils font de la com. Après, pour ceux qui sont intéressés, donc il y a un papier sur du chiffrement homomorphique quantique, donc avec la description des circuits. La crypto quantique existe. Il y a beaucoup de trucs qui n'existent que dans le papier académique. Le chiffrement homomorphique, ça commence à arriver de plus en plus. Hein. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un chiffrement particulier qui permet de réaliser des opérations mathématiques sur les données chiffrées, sans les déchiffrer, et d'avoir un résultat cohérent, mais toujours chiffré. Alors, en gros, je chiffre 1, je chiffre 2, je fais la somme des deux, ça me fait 3, mais chiffré, sans avoir à déchiffrer. Enfin, c'est vraiment magique. Bon, Cisternals, ces outils sont accessibles maintenant aussi en HTTP. Donc avant, on pouvait y accéder en SMB, je ne sais pas si c'était une bonne idée. On peut toujours. Hein. Oui, on peut toujours, effectivement. Et là, il y a directement live.cisternals.com qui permet d'accéder à tous les outils. Ça évite de les avoir toujours sur. C'est pratique, par contre, de le faire en HTTP, c'est quand même pas forcément une très bonne idée, quoi. Et sur Mimikat, juste en deux mots, donc deux nouvelles fonctionnalités introduites récemment. Premièrement, le déchiffrement des clés DPAPI, donc, qui permet de chiffrer un certain nombre de secrets utilisateurs, comme des mots de passe de navigateur, je crois, comme des secrets Outlook. Enfin voilà, ça permet de déchiffrer un certain nombre de données utilisateurs. Et depuis quelques semaines, je crois, également la création de Golden Ticket avec des SID externes. Ce qui veut dire que par exemple, si on devient admin de domaine d'un domaine fils, on peut, sous certaines conditions, en fait, dans la configuration par défaut, si on a un domaine parent et un domaine fils, on va pouvoir créer un golden ticket avec un SID externe qui provient du domaine parent et du coup être admin de domaine sur le domaine parent. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Sauf si on utilise du SID filtering, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, quelques nouveaux outils pentest. Le premier est intéressant parce qu'on vous a parlé de la solution LAPS à plusieurs reprises au cours des derniers mois. C'est une solution de Microsoft qui permet de déployer des mots de passe administrateurs locaux différents sur chacune des machines. Donc il y a maintenant un module Metasploit qui vous permet de les récupérer dans l'AD si vous avez les droits nécessaires. Sachant que les mots de passe sont stockés dans des objets cachés, mais en clair. Ouais. C'est quand même pas super en 2015. Le Meterpreter qui a maintenant une fonction qui permet directement d'exporter les hashes du contrôleur de domaine, donc plus besoin de copier le fichier ntds.dit et de l'analyser. On peut directement utiliser des API Windows et exporter tous les hashes, donc ça va plus vite. Toujours sur Meterpreter, il y a un mode parano qui est assez intéressant, notamment si vous faites tourner ça sur Internet. Le premier, c'est du certificate pinning. Donc même si quelqu'un a un certificat valide, il ne va pas pouvoir intercepter vos échanges sur Internet. C'est vraiment... le Meterpreter va se connecter chez vous que si c'est le bon certificat. Et le deuxième, c'est du filtrage sur les payloads, ce qui fait que si quelqu'un d'autre installe un Meterpreter qui va se connecter chez vous, la connexion va être refusée, sauf si c'est effectivement votre payload et vous qui l'avez créé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça permet de sécuriser un peu plus les attaques. Ah non mais c'est vrai parce que si on commence à attaquer et à introduire des failles par les actions qu'on fait en pentest, c'est quand même pas terrible. Parce que au-delà de ça, si on n'a pas ça, la seule chose qui sécurise une session Meterpreter, c'est l'adresse IP en fait, sur laquelle elle se connecte. Donc c'est quand même pas très satisfaisant. Là, il y a enfin des fonctionnalités qui permettent de le faire proprement. Non, c'est vrai, c'est comme si tu déposes un web shell sur une application web. Oui. Je veux dire, je sais pas, si tu es trop bête et que tu utilises C99 par exemple sur un site PHP et que tu laisses à la racine, n'importe qui peut le trouver. Donc, c'est dommage pour ton client. Oui.
Très rapidement, un rapport d'une SAN sur le niveau de sécurité des SI industriels. Bon, il n'y a pas de grosse news, mais c'est assez rigolo. Ensuite, j'avais déplacé celui-là parce que c'était en fait un routeur industriel, le N30 que j'ai mis là. Ils ont lancé une nouvelle formation uniquement dédiée à l'intrusion des systèmes industriels. Ah. Et elle est disponible chez HSC? C'est-à-dire que leur formation à la sécurité des systèmes industriels est franchement pourrie. Et donc j'avais décidé de ne pas la faire, évidemment ils étaient déçus. Par contre leur formation à l'intrusion, c'est pas du tout le même mec et effectivement il est bon. Je réfléchis. Sinon à Kin Paris, c'est des formations aussi qui font des formations Scala, non? Ici? Tu connais pas? D'accord. Qui ça? Ici? On en reparlera tout à l'heure. Après tu peux zapper le reste. Tu peux te faire inviter parce que... ça c'était par contre un peu plus intéressant, présenté à la Black Hat Mobile qui a lieu à Londres au mois de juin par Alexander Boltchev, un chercheur russe. En fait il a analysé une vingtaine d'applications qui permettent de se connecter à des applications SCADA depuis son mobile. Donc déjà l'idée même paraît un peu saugrenue. Et du coup voilà un petit tableau récapitulatif, donc on se rend compte quand même que sur 4 des 20 applications, sur 4 applications parmi les 20 auditées, on pouvait se connecter sans mot de passe. Mais c'est pas saugrenu. Il faut bien comprendre qu'on est dans des choses qui tournent très souvent, voire tout le temps, 24 heures sur 24. Le fait de pouvoir les superviser depuis le téléphone portable que tu as sur toi 24 heures sur 24, c'est tout à fait cohérent. Non. Sans authentification? Sans authentification depuis Mais Internet, tu peux le faire oui, mais tu peux le faire correctement. Là, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la fonctionnalité, l'existence de la On fonctionnalité. ne met pas en cause la fonctionnalité. Non, mais pas sur un, pas sur un téléphone standard avec lequel tu te connectes sur Internet. Ça, c'est pas pensable. Là, t'es plus dans la vraie vie.com. Bah si. Ah mais si, ou alors tu mets un portail d'authentification forte avant. Enfin, tu mais mets non, des choses, tu mets pas en direct, un équipement dédié. Tu peux pas connecter un équipement à Internet et à ton SI industriel. C'est juste pas Et la télémaintenance, mais attends, comment fonctionne la télémaintenance et les astreintes? Il faut retrouver les pieds sur terre. Non mais là tu montes un tunnel. Tu montes un tunnel, tu as une ligne dédiée vers ton télémainteneur. Oui, mais tu le fais depuis un équipement dédié, pas depuis un smartphone standard. Mais si tu fais depuis un smartphone standard avec ton tunnel et ton certificat, qu'est-ce que tu crois? Ça sert à rien ça. Mais c'est la vraie vie.com ça. Non, tu fais une application bien faite qui te montre un tunnel. Si le téléphone est compromis, c'est perdu. Enfin, bon. Mais oui, mais c'est oui, mais attends, oui, bah c'est bon, si le mec il a compromis ton téléphone, il mérite de prendre le contrôle. Mais non, la centrale nucléaire, oui. Mais ça, c'est appréciation des risques, les enfants. Oui, on a pas la même même. C'est pas uniquement la centrale nucléaire. C'est aussi tout simplement la porcherie pour commander l'alimentation des cochons, etc. Mais dans la centrale nucléaire, on a encore les moyens de cloisonner pour de vrai, ou d'avoir des systèmes non programmables, ou des systèmes programmables qui ne sont pas interconnectés. Et encore, quand je dis la centrale nucléaire, on va plutôt dire le système de lancement des missiles nucléaires. Mais quand tu es effectivement, là il a pris l'exemple d'un élevage de porc, eh bien, quand tu es dans un élevage de porc, retombe dans la réalité de l'éleveur qui est dans une compétition internationale et qui doit surveiller et qui bosse déjà 50 heures, 60 heures par semaine. Enfin, je veux dire, il faut retomber dans la vraie vie.com. Eh ben, c'est très bien qu'il puisse voir depuis son téléphone. Ça lui permet de sortir le soir, avant il ne pouvait pas. Je retiens cette citation, nous en parlerons tout à l'heure. Pour ensuite open source, Mozilla qui relance le multiprocess pour Firefox, et puis Kali 2.0 qui vient de sortir, on vient de l'ajouter. Le 11 août. Pardon ? Le 11 août. Enfin, ils font de la pub qui va sortir le 11 août. Donc le lien avec moi. Ouais, deux petites nouveautés logicielles. La première, dans Windows, ils vont lancer ce qu'ils appellent l'anti-malware scanning interface. Donc tu parlais justement de code offensif qui va télécharger quelque chose sur Plasbin et ensuite l'exécuter. Avant, ça passait les détections antivirales parce que justement elles étaient faites au moment où le script était exécuté, donc il n'y avait pas encore cette charge. Et là, d'après ce que j'ai cru comprendre, dans l'exemple qu'ils donnent, c'est justement ça en PowerShell. On ne voit pas très bien. Mais tu vois, ils font un invoke expression de invoke web request. Donc ils téléchargent un code et ensuite ils l'exécutent. Et c'est au moment de l'exécution en fait que ça dit attention, j'ai détecté une signature connue.
Donc c'est plutôt pas mal. Et par ailleurs, ça permettrait également à ceux qui développent des applications tierces, donc n'importe quelle application, pourra faire un appel, faire un scan anti-malware sur un morceau de code, pas uniquement au niveau de fichier. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur macOS 10, un nouveau système qui s'appelle System Integrity Protection. Globalement, ça enlève les droits root à root. L'idée, c'est de dire voilà, il y a un certain nombre de répertoires sensibles et de paramètres qui ne pourront plus être modifiés, même par un utilisateur qui dispose de tous les privilèges. Il faudra démarrer sur un CD de restauration en appuyant sur pomme R et faire les modifs, ce qui évite en fait à un malware de bénéficier de ces droits-là. Donc, notamment pour la persistance, pour les rootkits, je pense que c'est intéressant. Après, c'est toujours un peu bizarre de se dire qu'on n'est plus root sur son appareil, mais c'est déjà le cas sur son téléphone iOS, sur son Android également. On en parlait tout. Bon, rapidement, IBM Sogeti montre leur SOC. Apparemment, ce serait le SOC de l'ANSSI. Mais c'est l'ANSSI Luxembourg. C'est l'ANSSI Luxembourg? Oui. C'est pointu. Ça s'appelle aussi ANSSI en Luxembourg. Et qui a la même fonction? Je sais pas. C'est l'ANSSI. Oui, c'est l'ANSSI Luxembourg. C'est peut-être Sogeti.lu aussi. Et autre point d'entreprise dont on a parlé tout à l'heure, donc Lexi aurait été racheté par une grosse entreprise américaine dont on ne citera pas le nom, mais qui développe des appliances de sandboxing. Est-ce que ça retire le PASI ou pas? Pardon? Ça retire le PASI du coup là, non? Bah non. Non, pas du tout. Pourquoi ça l'enlèverait? Non, le PASI, c'est accessible à des entreprises étrangères, totalement. Si ils changent de locaux et de... Non seulement c'est accessible à des entreprises étrangères, mais regarde bien dans les exigences du PASI, il n'y a rien de près ou de loin qui t'impose d'être français, d'être souverain, d'être tout ce que tu veux. Ouais, je vais monter ma boîte à l'étranger. Ah bah pour des raisons fiscales, bien sûr. Si les mecs passent les examens, c'est bon. Bon, ensuite, on avait parlé une fois, je crois, du fait que Google avait été certifié ISO 27000. On n'avait pas le nom de ceux qui les avaient certifiés. Mais il n'y a pas de certification 27018, ça n'existe pas. C'est un énorme mensonge. Enfin bon, là c'est un de ces... Mais bon, Dropbox n'est pas le premier à mentir. Le premier qui a menti là-dessus, c'est Microsoft. Ce qui est vrai, c'est qu'il existe un projet de norme, je dis bien un projet de norme, qui vise à étendre une certification 27001 à des choses en plus de la 27001. Aujourd'hui, la 27001, bon, malheureusement, c'est entrée de gamme. Et donc, les gens se disent, voilà, on va développer des référentiels qui vont être en plus. Donc, un référentiel, par exemple, pour la protection des données à caractère personnel dans les infrastructures de cloud. Bon, enfin, c'est très limité, hein, mais c'est ça la 27018. Et simplement, la norme qui va permettre de faire cette extension de la 27001, elle n'est pas finie d'être écrite, donc elle n'est pas publiée. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de certification 27018. C'est quoi cette C'est du certification? pur pipeau marketing par des escrocs. C'est des escrocs qui ont été accrédités aux Pays-Bas. Et de toute façon, toutes les sociétés de certification accréditées aux Pays-Bas, comme par hasard, sont toutes celles qui ont fait des certifications bidons. Mais c'est aussi là, mais regarde qui a certifié Google. Regarde aussi qui ces gens-là ont certifié. Justement, on le cherchait, je les voilà. ce sont les mêmes. Ils ont certifié personne d'autre. C'est que de la communication. C'est triste, ça dévalorise le système. Mais en tout cas, 27018, ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Maintenant, je reconnais que ce sera possible un jour. Bon, le dernier point, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que l'US Navy donc dépensait 30 millions de dollars pour maintenir le support de Windows XP sur 100 000 de CPC. 300 $ par PC. C'est ça. C'est moins cher d'acheter Microsoft. Donc Cisco qui rachèterait OpenVLS. Je pense que c'est fait. Ça a été fait? D'accord, quand je l'avais écrit, c'était d'accord. DuckDuckGo, plus 600% d'accès depuis les révélations de Snowden. C'est vrai que sur leur site, il y a un graphique qui est assez marrant. On voit plus 600% de connexion depuis 2013.
Tu voulais pas parler du troll sur CIC hein? Ouais, comment ça s'est fini? Comment ça s'est fini? Je sais pas comment c'est terminé, mais c'est compliqué parce qu'apparemment ça a démarré publiquement par un gars qui est chercheur en sécu, qui pose des questions sur une appli Android qui demande d'avoir accès à ses contacts, enfin toutes les infos du téléphone. Et quelques tweets après, il dit ma banquière m'a appelé, et, il me ferme mes comptes au CIC et il me bloque mon argent. En fait, il y a eu donc il y a tous les détails sur le site de Corben, c'est un peu plus compliqué que ça, et voilà. Mais il y a eu une mise à jour ou pas? C'est quand même très intéressant. Mais bon, en gros, c'est quand même inquiétant de voir qu'une appli bancaire va accéder à tes contacts, enfin toutes les infos du téléphone. Non, mais c'est tout simple. C'est-à-dire que l'appli, elle cherche à accéder à tous tes contacts, etc. Tu dis, ben moi, j'accepte pas cette nouvelle version de l'appli. Le fait que tu n'acceptes pas cette nouvelle version de l'appli, bah, ça clôture ton compte dans la banque. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Mais c'est quand même comme ça ce qui s'est passé. Et alors, moi, je peux vous dire, non, attendez. Moi, j'ai été obligé de prolonger un prêt immobilier au-delà de la limite légale. Parce que l'immeuble, il a eu plein d'ennuis et il a énormément d'années de retard de construction. Il m'impose un nouveau contrat pour la prorogation du prêt. Dans le nouveau contrat, je dois accepter auprès de la BNP la transmission de toutes mes coordonnées personnelles à toutes les sociétés auprès desquelles la BNP jugera utile de transmettre mes coordonnées. Alors c'est des sociétés de vente de maroquinerie, des sociétés de... Non mais c'est pas simplement des sociétés de recouvrement si je rembourse pas mon prêt, c'est ça que je veux dire. Des sociétés de surveillance de ta maison, enfin plein de choses comme ça. Je dis mais écoutez, jamais de la vie, ça va pas, non, moi je n'accepte pas que vous me transmettiez et je veux pas ça. Donc je demande le changement de cette clause. Ça remonte en haut lieu. Au final, c'est vous signez le contrat comme ça ou pas, et si vous n'êtes pas content, ben, on ne proroge pas le prêt. Bon, entre-temps, j'avais des sous, j'avais plus besoin de ce prêt, donc j'ai refusé le prolongement du prêt. Mais j'avais déjà un prêt signé, simplement il avait dépassé la date limite d'utilisation à cause des retards de construction. On m'impose la transmission de toutes mes coordonnées personnelles, je refuse, j'accepte pas cette prorogation de contrat avec ces nouvelles clauses où la BNP fait ce qu'elle veut de mes coordonnées, je n'ai plus de prêt. C'est exactement pareil et c'est systématique. Donc on est réellement entré dans une société où c'est marche ou crève, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas la transmission à tout le monde de tes coordonnées, tu ne peux plus vivre dans la société. L'impôt à la source, c'est la même chose. Tu transmets tout à ton employeur, tu refuses, tu n'as plus de travail. Non mais c'est intéressant, mais il faut qu'on soit conscient que... Et donc ça c'est un phénomène qui est intéressant. L'application, elle pompe toutes tes données personnelles sur ton iPhone et craque. Je pense que le problème c'est pas ça, le problème c'est qu'il est communiqué publiquement sur... Ouais, puis il y a eu des problèmes personnels, enfin c'était compliqué. C'est bizarre, enfin le CIC a communiqué bizarrement aussi sur le truc. Enfin le fichier PDF à télécharger pour avoir leur réponse, c'est un peu chelou quand même. Ah si, un point intéressant là-dessus, c'est que Notepad++ quitte SourceForge. Et il y a beaucoup de projets. C'est pas les seuls, hein. Nmap aussi. Il y a beaucoup de projets qui ont quitté SourceForge, comme GIMP, Nmap, VLC, parce qu'apparemment SourceForge rajoute des poubelleware. En fait, c'est même pire que ça pour Nmap, c'est-à-dire que Nmap, ils ont quitté SourceForge et SourceForge a créé des comptes Nmap, ils continuent à proposer les trucs alors que c'est plus maintenu par les mecs d'Nmap. C'est vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'ils incluent? En fait, c'est sur les versions Windows uniquement, c'est dans les installations Windows, ils ajoutent de la valeur ajoutée. Voilà. Ils ont été rachetés il y a un certain temps, ils n'ont pas de millions. Ils l'ont fait il y a 2 ans, 3 ans de mémoire, ils ont fait prendre la main dans ça, ils ont promis, c'était à titre expérimental, c'était pour vous générer de revenus supplémentaires, on ne le refera plus jamais. Ils viennent de quoi faire, bah, ils sont en perte totale de vitesse, il n'y a plus personne dans la communauté du logiciel qui utilise SourceForge. Bon, ensuite, le dernier point, c'est l'arrestation du gang qui... alors, dans les articles, c'est marqué qu'il développait Zeus et SpyEye, mais apparemment, le vrai développeur de Zeus, qui est Evgeny Mikhailovich Bogachev, lui n'a pas été chopé. Donc, toute l'équipe n'aurait pas été attrapée. Ou alors peut-être juste ceux qui utilisaient le Trojan pour faire du vol de numéro de carte bleue, et pas le développeur.
crois qu'il y a plein de versions de Zeus. Il y en a certaines qui avaient fuité, dont le code source avait fuité, il me semble. Donc il doit y avoir un certain nombre de forks maintenant aussi, maintenus par d'autres personnes. Je ne crois pas que le terme de profanage. Ouais, en fait, je coupe au montage, en fait, c'est que j'aime pas trop le terme viol du droit d'auteur, je trouve que c'est pas joli. J'ai essayé de trouver violation, mais je trouve pas très joli, donc j'ai essayé de trouver un terme un peu plus. C'est violent aussi quand même. Tu peux dire que le droit d'auteur a été bafoué si tu veux. En fait, ils ont enterré le droit d'auteur et ensuite ils l'ont profané quoi. Ouais, bon. Allez, corrigeons. Rideau Gothique, si vous l'avez. Je crois que l'appel n'a pas été rejeté, c'est la Cour suprême qui a refusé de donner un avis. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, allez. Donc, on va attaquer les derniers slides. Donc, conférence passée à STIC avec le compte rendu qui a eu lieu au dernier Afterwork la semaine dernière. Hack in the Box, Mac in Paris, dont le compte rendu a eu lieu tout à l'heure. Conférence à venir Black Hat, DEFCON, Brucon ensuite à Gand. Et à la fin de l'année, la BotConf à Paris chez Google. Qui va à la Black Hat ou DEFCON? Personne ici Moi. Enfin, je vais à la DEFCON. Il n'y aura pas le. Si chez moi, il y a des gens qui vont. Je crois que cette année aussi, on ne sponsorise personne. Moi, je En tout cas, personne n'a demandé d'être sponsorisé. Alors, passons au rigolo. Bon, ça on en a discuté tout à l'heure. Une personne de l'association subit un audit sauvage par l'entreprise Bispeak. Parfait, il s'est fait. On l'a viré parce que. Vous l'avez viré? Oh bah voilà, très bien. N'en parlons plus. Après, chez Pôle emploi, ils ont beaucoup d'humour. Alors j'ai vérifié tout à l'heure, la page contient toujours ces commentaires. Les commentaires du JavaScript sont assez particuliers. Je vous laisse lire. Moi, c'est un stagiaire qui fait ça, c'est sûrement. Non, c'est juste que t'es un méthode. Bon, c'est-à-dire que maintenant, il est vraiment chez Pôle emploi. Bon, allez. Singe intercepteur, effectivement. La vidéo. Ah, pourquoi ça ne joue pas? Bah, en fait, ça marchait sur les Google Slides, mais je pense qu'on convertit pas en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, ouais, c'est vrai que l'ANSI, dans ses documents, certes, parle de singe intercepteur pour du man in the middle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve la même chose dans les articles d'un ancien consultant d'une entreprise présente ici, représenté par Hervé. Non, mais c'est le terme exact. Singe intercepteur. Mais effectivement, ça apparaît dans des très vieilles présentations HSC, mais le terme ne vient pas de nous. C'est-à-dire que. Moi, si vous faites en anglais, c'est quand on a fait un des premiers masters sécurité en 91, personnellement, moi, c'est de là que ça me vient. C'est-à-dire que j'ai eu des profs à l'époque, donc c'était un master sécurité, Polytechnique, N-Star, etc. J'ai eu des profs à l'époque qui expliquaient le concept avec ce terme singe intercepteur. Donc le terme est bien antérieur à HSC, il ne vient pas du tout d'HSC. Il vient des tréfonds, des profs de sécurité, d'informatique, de mathématiques, enfin, etc., des années 80-90. Hein. C'est un terme qui vient d'avant moi. C'est pas du tout moi, ni un de mes consultants qui l'a inventé. Si j'y pense et si j'ai le temps, j'essaierai de faire dans les slides de septembre la liste de tous les termes français comme ça que l'on doit utiliser. Donc, intercepteur, ingénierie à reculons. Non, mais ça c'est purement NSSI ça. La rétro-ingénierie, tout le monde dit ça, mais il n'y a que la NSSI qui va à reculons. Tu peux noter aussi ça. Ça, il ne faut pas couper au montage. Bon. Ensuite, chiffrer, c'est aider les terroristes, donc selon le FBI. C'est mieux que tuer un enfant, parce que donc on en parlait en décembre dernier. À cette époque-là, le FBI disait que chiffrer, c'est tuer un enfant. Donc maintenant, c'est juste aider les terroristes. C'est vrai qu'il y a vraiment un move de pas mal de gouvernements différents. Le plus proche, je crois, c'est en Angleterre, où ils commencent à dire le chiffrement, on commence comme dans les années 80, c'est mal, il faut tout à l'heure, on avait mettre des cadenas trop élevés, c'est embêter la police. Ouais. Mais ça recommande dans les pays développés. Et ça pourrait peut-être être interdit prochainement. Ou régulé, à nouveau. Un truc intéressant aussi, c'est donc des islamistes de l'État islamique qui ont été tués, enfin bombardés, à cause d'un selfie. Parce qu'en fait, le gars s'était pris en selfie et a posté ça, je sais pas, sur Twitter ou autre. Et grâce à la photo, ils ont pu localiser l'endroit et bombarder un des QG de l'État islamique. Pardon? Dans la photo, il y a aussi les coordonnées GPS, non?
Bon, ça c'est TrueCrypt qui a eu un petit peu de mal sur le renouvellement de ses certificats. Donc de bol, le jour où j'ai eu besoin de télécharger TrueCrypt, c'était ce jour-là, le jour où ils ne les avaient pas renouvelés. Donc pour reprendre une phrase copyrightée, la sécurité est un échec. Sinon, le dernier, c'est la sécurité contre les grévistes, enfin plutôt les grévistes contre les conférences de sécurité. Parce que cette année, à la JSSI, le jour de la JSSI, grève de la SNCF, le jour de la STIC, grève de la STAR, qui est le transporteur de Rennes. Donc je ne sais pas ce qu'ont les grévistes contre les conférences de sécurité, mais à chaque fois. Votre conf aussi. Votre conf aussi, ouais. Voilà. Alors, par contre, il faut corrélation et cause. Il y a des grèves tous les jours et donc du coup, tu peux. Il y a un article super intéressant comme ça justement sur le mélange des causes et des corrélations. Le JSSI, c'est la troisième fois. Oui. C'est la troisième fois. C'est souvent le mardi. Ensuite, Samsung contre Windows Update, c'est que Samsung sur ses PC préinstallés avec Windows désactivait Windows Update, donc plus de mise à jour de sécurité. Alors la raison est plutôt discutable, c'est qu'apparemment Windows pouvait de temps en temps installer des pilotes en remplacement des pilotes Samsung qui ne faisaient plus marcher certains périphériques. Donc il y a eu un gros débat pendant un moment entre les deux. Project Vault, c'est un projet de Google, encore, plutôt intéressant, qui font des choses bien parfois Google. C'est une sorte de mini HSM sur une carte micro SD. Donc c'est une carte micro SD avec un CPU, de la RAM, enfin CPU ARM, de la RAM, du NFC, un petit OS temps réel, dont une partie est sur GitHub, et qui jouerait le rôle d'un HSM, mais microscopique, qu'on peut coller sur son Android, et donc qui permettrait de stocker ses clés, de faire des échanges et ce genre de choses-là. Ça remplace la puce TPM qu'on peut avoir sur les ordinateurs modernes. Un article et une étude sur le fait que les utilisateurs ont enfin un peu moins confiance vis-à-vis des antivirus. Donc l'étude soulève ce point-là. Et après, c'est sur cnet.com, un utilisateur qui explique comment ne pas avoir, enfin il n'y a plus d'antivirus et il explique comment s'en passer. Le dernier, VNC Roulette, ça c'est rigolo, malheureusement ça a été coupé. Vous connaissez tous Chat Roulette. Voilà, c'était pareil, à base de Shodan. On cliquait sur un lien qui, au hasard, envoyait une page VNC accessible directement sans authentification, pas une page. En fait, il y en avait déjà un qui était sorti, qui s'appelait sur seriously.de, je crois, et là, c'en était un autre. Mais celui-là, il avait quand même une particularité, c'est qu'il faisait mal aux yeux. Enfin, je sais pas si tu l'as utilisé pendant pas mal de temps, ça a changé de couleur tout le temps. Il y avait du jaune, du violet, comme ça, c'était horrible. Mais j'ai trouvé des trucs intéressants. Et c'est surtout des sessions VNC sans authentification. Ouais. C'est moche. Acting Team recrute. Alors, je vais trouver ça sur leur site. C'est ton navigateur. Fais gaffe. C'est mon navigateur, et pas quoi. C'est une instruction AVX. D'accord. Parce que j'avais un problème avec une instruction AVX sur i7. On l'emmène au lycée d'un 13 France. Pardon. Je pense qu'il devrait embaucher un RSSI surtout. Mais donc voilà, ils cherchent des hackers et des développeurs si vous voulez postuler. Pour ça, sinon ils cherchent personne. Et le dernier slide, le dernier. Suite à une vidéo qui a été rediffusée récemment sur Twitter, qui est pour moi la vidéo collector de l'année. Donc j'ai extrait quelques petites phrases occultes, dont moi je connais bien lavie.com. La vraie vie.com. La vraie vie.com. Mais cette vidéo a toujours été sur Internet. Hein. Mais oui, elle a été redécouverte depuis 1995. Pourquoi vous la découvrez maintenant? Parce que tous les 10 ans. Admirez ma belle station Sun quand même. Voilà. C'est quelle année ça? 95. on reconnaît sur Reportage Panache. sur Canal+. Ouais. Et puis tu parles du film Hackers qui va sortir. Voilà. Prochaine réunion le mardi 8 septembre. Question? Non, en fait, c'est peut-être plus d'un mois, mais j'ai vu que Google avait prévu que le modèle de sécurité d'Android allait changer le modèle de demande de permission. Ouais, c'est une nouvelle version d'Android. Ouais, apparemment maintenant, au lieu de, c'est ce que disait Hervé, au lieu de, lors de l'installation d'une application, demander des droits et ne pas savoir ce qu'on va faire avec, tant que tu te sers de l'application, il ne te demande rien, et au moment où il a besoin de ses droits, tu as une pop-up qui va te demander à autoriser l'application. Comme sur les iPhones. C'est ça. Utiliser la caméra ou accéder au C'est un calendrier. changement de modèle sympa, parce que c'est vrai que quelquefois tu as envie de résister en disant mais pourquoi avant qu'elle va faire des contacts. C'est ce que fait Cyanogen depuis
Oui, tu as un module qui te dit attention, est-ce que vous voulez que l'application accède En fait, tu peux mémoriser. Je regarderai, je rajoute un lien. On a fait les slides un petit peu à l'arrache, légèrement à l'arrache. C'est bientôt les vacances, c'est pour ça. Ouais, on en a besoin. Et donc, prochaine réunion le mardi 8 septembre et prochaine after work déjà prévue le mardi 22 septembre, donc toujours au bar à la colloque. Voilà. Merci.